là ce soir, c'est pour que les personnes qui ont l'opportunité de partir à Lima en décembre puissent nous raconter ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles y ont fait, ce qu'elles ont réussi à pousser, les frustrations qu'elles ont pu avoir sur certaines choses, et puis les perspectives qu'on peut avoir pour 2015, et notamment la COP21, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui va arriver en novembre 2015 à Paris. La COP20, on y allait parce que c'était une étape très importante sur le chemin de la COP21. Donc pourquoi ? Parce que c'était déjà le moment, pendant 2 semaines, où on allait pouvoir prendre le pouls un peu de l'accord qui viendrait l'année prochaine. Si beaucoup de sujets sensibles étaient déminés, alors la route vers la COP21 serait plus facile. Donc c'était surtout une nouvelle approche des négociations, puisque la COP21 c'est vraiment repenser les négociations depuis 20 ans pour mettre tous les pays autour de la table. On aimerait bien que l'année prochaine, en décembre 2015, tous les pays s'engagent vraiment à signer un accord universel, ce qui n'est pas arrivé depuis 20 ans, et à s'engager chacun à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à donner des financements pour aider les pays en voie de développement à s'adapter. Et donc depuis 20 ans, ou depuis un peu moins de 20 ans, les négociations sont engagées autour du protocole de Kyoto, qui divise les pays de l'annexe 1, qui se sont engagés juridiquement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment l'Europe. Donc c'est 21 pays sur 192 qui ont ratifié la convention, et les pays de l'annexe 2 qui ne se sont pas engagés à réduire les émissions de carbone de gaz à effet de serre, notamment les États-Unis et la Chine. Donc en 2015, on espère que tous les pays s'engagent vraiment à le faire. En gros, la COP20, c'était une approche volontaire. On s'est dit que... les pays se sont dit qu'on allait arrêter de diviser d'approcher le climat comme étant un fardeau dont le prix serait divisé entre les pays riches. Mais on allait inviter tous les pays autour de la table et de manière volontaire, ils allaient donner des contributions nationales. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui va de pair avec l'autodiférenciation. C'est-à-dire que les pays vont faire une feuille de route, ce qu'on appelle la contribution nationale, où ils vont dire de quelle manière ils s'engagent durant les années à venir à mettre en place un plan de réduction de gaz à effet de serre et un plan d'adaptation et des financements. Il faut savoir que l'accord qui sera signé l'année prochaine sera mis en œuvre en 2020 uniquement, et qui fait suite à la fin du protocole de Kyoto, donc qui prend fin en 2020. C'est pour ça qu'on change complètement de configuration, on lâche cette séparation pays riches, pays développés pour avoir une nouvelle approche vraiment des négociations climatiques. Il y avait aussi la question du financement qui était vraiment très importante et qui était un peu la condition pour que la confiance se rétablisse entre le Nord et le Sud. Est-ce que les pays développés allaient vraiment prendre des engagements pour atteindre 100 milliards de financements par an d'ici 2020 dans le fonds vert pour aider les pays en voie de développement à justement s'engager pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les changements climatiques plutôt. Et la COP20 sur ce terrain-là n'a pas vraiment signé un texte très flou, donc il n'y a pas du tout d'engagement financier clair, mais les pays ont contribué à hauteur de 10 milliards dans le fonds vert, juste des contributions ponctuelles. Et sinon, en fonction des attentes des acteurs, la COP20 est vue comme un texte soit assez décevant de la part des ONG, parce qu'il a clarifié peu de choses, notamment les financements, et les contributions nationales restent volontaires, donc non obligatoires. Et mais pour aussi peut-être des négociateurs, parce que ce serait intéressant d'avoir votre avis. Accrédité en tant que jeune, et à ce titre on est associé au groupement des jeunes qui s'appelle Yongo. Donc il faut expliquer un peu, Yongo c'est pas une organisation, c'est une affectation. Quand on s'inscrit comme observateur, quand on demande l'accréditation, on dit que notre principal public c'est un public jeune par exemple. Notre principale activité c'est d'être une organisation qui défend les intérêts des agriculteurs, une lutte sur le genre, et en fonction de ces choses-là on est affecté à différents groupes. Il y a Yongo qui donc est la constituante jeune, c'est Yongo pour Youth NGO, donc les jeunes ONG. Donc en fait, il y a une assez grande diversité d'organisations qui sont représentées. Il y en a qui sont comme le REFET, qui sont des réseaux d'organisations étudiantes, il y en a qui ont travaillé sur des choses spécifiques. Il y a aussi des jeunes délégués qui sont élus par leur pays, c'est des programmes qui sont mis en place par les gouvernements. Donc là, c'est des jeunes qui font partie des délégations officielles, mais qui sont aussi avec nous au sein de Yongo. Donc on a des statuts un peu différents. Eux ont accès à plus de choses dans la COP et ils ont un devoir de suivi un peu plus important.
Mais voilà, en fait, il y avait surtout ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait des jeunes de tous les pays, mais que dans Yongo, on se retrouvait, on se divisait par petits groupes de travail. Et ça correspondait en fait à notre mandat qui nous a été donné pour le REFED, qui était un mandat qui portait sur l'éducation. Donc Léa et moi avons travaillé au sein du groupe éducation de Yongo. Pour expliquer plus ce que c'est Yongo, nous avons avec nous Sabrina, qui est donc Focal Point pour Yongo cette année. Voilà, en fait, cette année, j'ai eu le privilège de faciliter en fait, le dialogue entre les organisations jeunes qui sont regroupées au sein de Yongo avec les différents acteurs et parties prenantes au sein de l'UNFCCC, c'est-à-dire le secrétariat de l'UNFCCC, de la Convention cadre de la Convention climat. J'ai également facilité le dialogue entre les organisations jeunes et la présidence de la COP20, donc la présidence péruvienne, mais également avec la présidence française. J'ai également facilité donc, le dialogue des organisations jeunes avec les autres constituencies, donc les autres major groupes, et avec les médias, enfin tout. Donc, et c'est un travail qui a duré tout au long de l'année, donc pas seulement sur la COP, parce que en fait la conférence donc, annuelle, l'idée en fait de la conférence annuelle, c'est vraiment de finaliser tout le travail qui a eu lieu tout au long de l'année. Donc toute l'année, on a des intersessions. Et donc mon rôle a été à chaque rencontre de faciliter ces dialogues-là et de permettre aux jeunes donc, de mener des actions, donc autorisées par le secrétariat, de prendre la parole en plénière, notamment pour faire des statements lors des plénières d'ouverture ou les plénières de clôture. Et ouais, en fait, voilà, c'est en gros les jeunes, donc du coup vu qu'ils sont sous Yongo, ils ont la possibilité en fait de présenter leur position sur les points de négociation qui vont être discutés lors des rencontres. Et à ce titre, du coup, ils peuvent présenter ce qu'on a appelé un document de position, et sur ce document et ils vont s'appuyer sur ce document de position pour écrire en fait des statements, c'est-à-dire des discours à l'ouverture des sessions. Et donc ça peut être donc en fait il y a plusieurs ateliers de négociation en fait, et donc du coup à chaque ouverture on a la possibilité, donc les jeunes ont la possibilité de prendre la parole, et à chaque clôture nous avons également la possibilité de s'exprimer sur leurs ressentis. Donc c'est leurs attentes au départ et leurs ressentis après à la fin. Et donc voilà, c'est grosso modo c'est les principales activités que j'ai eues en tant que focal point. Donc en fait on était 2 focal points. Moi je m'occupais des organisations donc, qui appartenaient au nord on a fait une division géographique, donc les pays du nord et les pays du sud. Et moi je m'occupais donc des organisations qui étaient rattachées aux pays du nord. Et ma collègue qui était mexicaine s'occupait en fait des pays du sud. Et donc notre travail voilà, au sein des nations, au sein de la CNUC, c'était vraiment de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et les jeunes. Mais également, on a travaillé aussi tout au long de l'année sur faciliter et créer des ponts avec les jeunes d'autres conventions, notamment la Convention de Rio. Donc de discuter, de travailler, de créer des ponts et des passerelles avec les jeunes qui travaillent sur l'agenda post-2015, donc tout ce qui est les objectifs du développement durable. Et on a essayé aussi de créer des ponts et de construire des projets avec un certain nombre d'organisations intergouvernementales, mais également aussi, on a beaucoup travaillé depuis l'année dernière avec Ahmad Al-Andawi, qui est donc l'envoyé spécial de la jeunesse pour Ban Ki-moon, justement, avec, parce qu'en fait cette année, donc, Ban Ki-moon a organisé un grand sommet en fait, sur le climat en amont de la conférence climat qui s'est tenue donc, au Pérou, justement pour créer une espèce de momentum politique. Et du coup, on a été associés à cet événement à travers justement l'équipe en fait, de Ban Ki-moon. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de... Ça a été un an en fait où c'était très enrichissant, mais à la fois
très fatigant parce que du coup ça bougeait vraiment, c'était vraiment l'année où il y a eu beaucoup de choses qui ont démarré et du coup il y avait pas mal de chantiers dans tous les sens et c'était vraiment une année assez enrichissante et extraordinaire, mais qui m'a du coup éloigné beaucoup des salles de négociation. Le travail de coordination des Focal Point a été vraiment impressionnant, mais coordonner une centaine de jeunes pendant 12 jours à Lima, c'est pas évident. Donc du coup, toutes nos journées commençaient par un débrief au sein du Yongo, qui était donc piloté soit par Sabrina, soit par Danae, donc l'autre Focal Point. Et le but était pour nous de savoir comment est-ce qu'on allait se positionner sur certains sujets. Si on faisait des actions, qui allait les faire? Donc des actions, on pouvait faire une démonstration au sein, sur la place au centre de la COP pour exprimer un point de vue, défendre un pays. On a notamment apporté notre soutien aux Philippines pendant la COP. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Il y a aussi organiser tous les groupes de travail dont je vous parlais. Donc il y avait la question de l'éducation, mais il y avait aussi la question de l'intégration des jeunes dans les décisions. Il y avait aussi un groupe qui travaillait sur l'équité intergénérationnelle. Donc voilà, c'était un peu coordonné tout ça. Donc notre journée commençait assez tôt par cette longue réunion, mais qui était nécessaire. Ouais. Comment vous mettiez d'accord à 100 Alors du coup, il n'y avait jamais 100 personnes à la réunion, parce que comme c'était très tôt le matin, il y avait que les courageux qui étaient là. 8h du matin. Mais en fait, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, tout passait énormément par mail. Donc il y avait des choses qui étaient proposées en réunion et après tout le monde devait voter par mail. Donc évidemment, entre les mails qui n'arrivent pas, ceux qui ne regardent pas leurs mails, c'est pas évident de piloter tout ça. Mais bon, au final, la coordination s'est plutôt bien faite et c'est vrai qu'on part de beaucoup de jeunes au départ et on arrive avec un noyau de jeunes qui sont vraiment actifs tout au long de la COP et on arrive plus à se coordonner. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident et ça a été beaucoup de stress, mais bon, au final, la division par petits groupes de travail a plutôt bien fonctionné. Donc ça c'était vraiment intéressant et c'est vraiment là qu'on a de l'influence en fait, c'est en travaillant en petits groupes. Donc voilà, et ensuite le reste de la journée, donc soit on allait assister aux sessions, aux plénières, soit en fait on allait à des side events qui sont en fait des conférences. Et alors là, le choix est infini. Il y a 10 side events en même temps qui ont tous un sujet passionnant, donc c'était très difficile de choisir. Mais voilà, ça a été très enrichissant et puis le contact était facile, on pouvait facilement parler avec les intervenants, on parlait avec les ONG, donc voilà, les journées étaient assez variées finalement. Et puis nous, il y a particulièrement le groupe de travail éducation qui nous a occupés. Donc nous, en tant que représentante du REFED avec Jeanne, on avait un mandat spécifique sur l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose c'est un groupe de travail qui a toujours bien fonctionné au sein de Yongo parce qu'en tant que jeune, on est souvent encore dans le système éducatif, donc on sait de quoi on parle, alors qu'on est moins spécialiste sur des questions comme la finance climatique, par exemple. Donc il y a toujours eu des groupes de travail là-dessus, il y a toujours eu des textes sur l'éducation. Dans la COP à Lima, c'était pas un sujet qui était beaucoup discuté. Pas vraiment prévu. En dehors des COP, pendant les intersessions, il y a ce qu'on appelle le dialogue sur l'article 6. L'article 6 de la Convention de 92 parle donc de l'éducation au changement climatique. Et donc, mais pendant la COP, il y a tellement de choses à discuter qu'il n'y a pas forcément le temps de s'occuper de ça. Donc, s'occuper de ça, voilà, c'est sûr qu'il y a tellement de trucs importants. Mais à cette COP, on a eu l'opportunité d'en discuter quand même, parce qu'il y a la délégation polonaise, donc la Pologne était présidente de la COP 19 l'année dernière, qui ont décidé de faire un texte un peu pour laisser un héritage de leur présidence et de faire un texte sur l'éducation. Donc nous, dans le groupe de travail éducation de Yongo, on a eu l'opportunité de voir ce texte et on s'est dit on va faire un travail de lobbying concrètement. Nous, il y a des choses qu'on aimerait rajouter, on a un avis à donner. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait comme ça? On voit le texte, c'est très formel, c'est des textes avec des paragraphes, c'est dans du langage de l'ONU, c'est comme des langages de texte de loi, où chaque mot est important, chaque virgule est importante. Donc on regarde ça, on voit ce que nous on aimerait rajouter, parce que c'était au début assez large, et on voulait préciser des choses. Et concrètement, en faisant très attention au langage qu'on utilise,
on avait avec nous des gens qui ont l'habitude, ça fait plusieurs COP qui sont là et ils savent comment utiliser le langage de l'ONU. Et on a voilà, en anglais, évidemment, tout ça c'est en anglais. Et on a proposé des suggestions. Donc on a pu rencontrer la délégation polonaise, on a aussi rencontré la délégation mexicaine et dominicaine. Et la République dominicaine qui était très intéressée sur le sujet. Et concrètement, on leur a donné notre avis. Il y avait d'autres personnes qui ont donné leur avis et qui étaient plus ou moins assez proches. Et finalement, on est très contents parce qu'il y a beaucoup de suggestions qui ont été prises en compte. Bon, à la fin, quand on regarde, on peut se dire que ça ne vaut pas grand-chose, c'est 4 mots qui ont changé. Mais c'est très important. C'est par exemple le fait qu'au lieu de dire éducation générale, on va dire éducation formelle, informelle et non formelle. On pourrait dire que ça ne se limite pas à l'éducation à l'école. Et rien qu'en changeant 2 mots, ça ouvre une perspective vachement plus grande. Après, l'impact à terme sur... voilà, c'est juste le monde, c'est juste il a évalué concrètement. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on voit que finalement on n'est pas venu pour rien, parce que ça c'est du travail, on voit les effets. Quand on est en tant que jeune et en tant qu'observateur, il y a plusieurs façons d'agir au sein de la COP. On peut faire juste de l'observation, mais quand on veut agir, on a ces groupes de travail où il y a des actions qui sont plus montrées par des manifestations, plus militants, disons. Voilà, plus militants, notre opinion. Et puis il y a cette façon d'aller directement voir les délégations et faire un vrai travail de lobbying. Est-ce que du coup ce travail de lobbying, vous le faites donc entre vous, sans Longo, etc. Mais est-ce que vous travaillez aussi notamment avec des personnes de la délégation officielle comme M. Atkinson qui est là avec nous et avec qui vous avez parlé d'éducation? Là, on n'a pas vu la délégation française à la COP, on a vu la... Pour le groupe de travail d'éducation, non mais pour les groupes d'éducation, on a dit on allait voir la délégation mexicaine, la délégation polonaise, la délégation de la République dominicaine. Mais parce que c'était des délégations qui voulaient travailler sur le thème de l'éducation. Et du coup, en fait, on a travaillé avec les personnes qui étaient intéressées par le sujet. Vu que c'était un sujet un peu parallèle par rapport à cette COP, on a vraiment travaillé avec ceux qui voulaient ramener le thème au centre. Et puis je pense aussi qu'on aurait pu aller chercher plus de délégations, mais on a l'impression déjà d'avoir des journées tellement chargées, de faire tellement de trucs, et de ne pas avoir le temps de faire plein de choses. Ça prend beaucoup de temps, c'est des allers-retours avec une délégation, et puis finalement ils nous renvoient le texte, mais ça ne va pas à l'autre délégation, donc bon, c'est quand même tout un travail de négociation et d'affinage du texte qui est très très long. Mais quand on était à Bonn en juin, on a plus été en contact avec la délégation française, notamment lors des discussions sur l'article 6. L'article 6 étant l'article qui fait référence à l'éducation. On était nous 3 climates accrédités par l'association. En fait, ça s'inscrivait surtout dans le cadre de Coping My City, qui est un projet qu'on mène à l'international, mais en France avec le référendum climatique. Et on avait eu nos fonds du ministère des Affaires étrangères. Et donc on avait 2 accréditations, on s'est partagé à 3, avec Myriam et Leslie qui est dans le public. Et Sabrina, elle était accréditée par son entreprise, au même titre que Aurore, qui était l'ancienne présidente, et Antoine et d'autres camettes. Et donc, dans la COP, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes du Jungo. Et notamment avec les jeunes j'ai fait les liens un peu entre les clics, que c'est les nouveaux mouvements des jeunes latino-américains et caribéens qui travaillent sur le changement climatique, qui ont été assez nombreux à la COP 20 et qui oui, un des problèmes qui a toujours au sein des Jungo, c'est la question de la représentation, bien que le Jungo c'est une constituency qui doit rassembler aux jeunes de toute la planète. C'est surtout les jeunes des pays riches qui ont beaucoup plus de possibilités d'aller au COP, d'avoir les accréditations. Et ce n'est pas forcément le cas des pays du Sud. Donc, comme c'est le cas par exemple de l'Amérique latine.
Mais comme cette année, l'année d'avant, la COP 20 a eu lieu à Lima, il y a eu pas mal de jeunes qui ont réussi à avoir l'accréditation, des jeunes latino-américains qui ont été là-bas et que oui, surtout pour eux, c'était vraiment la découverte. C'était pas forcément évident. Ils sont arrivés avec beaucoup d'envie et ils ont essayé de faire une petite révolution au sein de Jungo. Et on essayait de canaliser toute cette énergie là-bas et oui, on verra. On a fixé une feuille de route pour travailler une agenda assez chargée pour cette année, pour travailler au sein de Jungo, justement pour assurer cette participation des jeunes du Sud aussi au sein de Jungo. Parce que c'est pas que Jungo a une structure fermée, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelquefois les jeunes du Global Sud ne s'investissent pas suffisamment dans Jungo et ça peut être mal vu. À ces gens de la clique aussi de les intégrer dans Jungo parce qu'on travaille en anglais, en fait, principalement. C'est une langue qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Non plus. Hein. Et ouais, c'est sûr. Mais bon, l'espagnol, c'est vrai que t'es complètement bilingue. Et c'est vrai que c'est très important, il y a beaucoup de problèmes de politique interne à Yongo. Finalement, c'est assez intéressant de voir qu'on se retrouve avec des problèmes similaires à ceux des négociateurs. On ressent cette coupure nord-sud des fois alors qu'on arrive avec une idée genre ouais on est tous des jeunes, on est tous du même monde et tout, bref, qu'on arrive là et on se rend compte que il y a toujours un fossé des fois. On s'est assez rendu compte à ce moment-là. Et quand on fait, et toujours cette question de la représentativité, que ce soit quand on fait par exemple le groupe de travail sur l'éducation, on essaye de toujours penser en disant il faut qu'on pense aussi que si on a s'il y a beaucoup de gens du Nord dans le groupe, que quand on fait des propositions, ça reflète aussi les intérêts des jeunes du Sud, que quand c'est dans des prises de position, des statements qui sont en plénière, souvent ça ne représente pas la parole de la jeunesse mondiale en général. On est censé parler au nom du Yongo, mais Yongo c'est un réseau immense, il y a une mailing list avec des milliers de gens dedans, où on envoie un mail en disant bon voilà, le statement pour demain c'est ça, s'il y a des gens qui s'y opposent, il faut s'y opposer avant midi. Et donc voilà, ce qui reste à la fin, c'est pas une parole qui représente toute la jeunesse mondiale, c'est forcément un truc fait par un petit groupe. Mais bon, c'est déjà ça et on fait de notre mieux pour essayer d'être représentatif de tout le monde. Mais du coup, voilà, il y a des problèmes de politique interne qui sont... Mais bon, c'est intéressant aussi. Alors moi j'avais une mission de reporting et de suivre des négociations pour notre projet Cap in My City. Donc je faisais Cap in My City. Ouais, c'est un projet qui invite les jeunes à jouer le rôle de négociateurs dans leur ville, dans le monde. On les forme à faire des simulations de négociation et ensuite à faire un projet local qui impacte l'environnement. Et donc moi j'ai fait des Skype avec des associations en France pour leur expliquer ce qui se passait à la COP 20. Et j'ai aussi fait une vidéo pour un projet qu'on mène avec la mairie de Paris et une grande simulation en mai avec la région de France et 200 étudiants pour leur expliquer ce qui s'est passé à la COP 20, les enjeux, les résultats. Et une troisième mission qu'avait Leslie, c'était, on vous en parlera plus tard, avec Sabrina, de préparer la conférence des jeunes qui se passera à Paris, donc la COI 11. Et prendre des contacts, commencer à en parler à Yongo, mais non, peut-être revenir si c'est dans le déjà. On va laisser la parole à Question. C'est des questions d'abord. Justement, avoir les impressions de M. Wilkinson à la fois sur la COP 20 et puis sur le rôle des jeunes à l'imam. Bon. Vous avez sur la COP 21 aussi. Je pense qu'il y avoir un peu plus de temps à écouter vos retours qui pour moi sont très intéressants. Donc, qu'on continue. J'aimerais bien aussi, on peut gêner avec les... Ouais. Parce qu'on avait dit... Avec la COI. Oui, avec la COI. Qu'est-ce que... C'est vrai que les jeunes qui ont l'opportunité d'aller à la COP ne sont pas assez nombreux. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a avant la COP, depuis la COP de Montréal, la COP 11, il me semble, si je ne me trompe pas, ils sont
les jeunes qui allaient à la COP, ils se sont organisés, ils ont dit on va faire une conférence de la jeunesse avant la COP pour se préparer, pour partager notre point de vue, pour voir qu'est-ce qu'on pense, pour s'entraîner sur les sujets. Et c'est comme ça qu'est née la COI. Donc c'est ça la COI. Ça fait 10 ans que c'est fait la COI. Et cette année a eu lieu à Lima. Et ça a été organisé par un groupe d'étudiants qui se sont mis à travailler 6 mois en avant. Ils ont fait un travail assez intéressant. Ils ont réussi à faire un levée de fonds impressionnant et pour rassembler à 900 jeunes qui ont venu de tous les coins de la planète. Et ils sont, pendant 3 jours, on était dans une grande université au Pérou, l'université Agraria La Motina, où il y a eu des tables rondes, des ateliers, des conférences, etc. où ces 900 jeunes se sont retrouvés, se sont rassemblés. Et je pense que le plus intéressant de la COI, de la COI 10 en particulier, c'est qu'ils ont fait un programme qui incluait aussi le travail qu'ils ont organisé les jeunes dans différentes tables rondes, une table de travail, où ils sont de lesquelles ils ont fait une sorte de déclaration, une sorte de texte qui a servi de base pour faire la première déclaration de la jeunesse sur les changements climatiques, qui a été, après la dernière après-midi de la COI, on a fait un long débat. C'était la même histoire, c'était justement ce que disait Léa, les différents points de vue, on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. C'est comme les négociations, on retrouve qu'il y a des gens, les pays pauvres, les pays développés avec les pays en voie de développement qui voient les choses de différentes manières. C'est exactement la même chose, mais à la fin, on a réussi à avoir une déclaration. C'est peut-être pas la meilleure déclaration. C'est vrai que les jeunes qui ont l'opportunité d'aller à la COP ne sont pas assez nombreux. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a avant la COP, depuis la COP de Montréal, la COP 11, il me semble, si je ne me trompe pas, ils sont les jeunes qui allaient à la COP, ils se sont organisés, ils ont dit on va faire une conférence de la jeunesse avant la COP pour se préparer, pour partager notre point de vue, pour voir qu'est-ce qu'on pense, pour s'entraîner sur les sujets. Et c'est comme ça qu'est née la COI. Donc c'est ça la COI. Ça fait 10 ans que c'est fait la COI. Et cette année a eu lieu à Lima. Et ça a été organisé par un groupe d'étudiants qui se sont mis à travailler 6 mois en avant. Ils ont fait un travail assez intéressant. Ils ont réussi à faire un levée de fonds impressionnant et pour rassembler à 900 jeunes qui ont venu de tous les coins de la planète. Et ils sont, pendant 3 jours, on était dans une grande université au Pérou, l'université Agraria La Motina, où il y a eu des tables rondes, des ateliers, des conférences, etc. où ces 900 jeunes se sont retrouvés, se sont rassemblés. Et je pense que le plus intéressant de la COI, de la COI 10 en particulier, c'est qu'ils ont fait un programme qui incluait aussi le travail qu'ils ont organisé les jeunes dans différentes tables rondes, une table de travail, où ils sont de lesquelles ils ont fait une sorte
des déclarations, une sorte de texte qui a servi de base pour faire la première déclaration de la jeunesse sur les changements climatiques, qui a été, après la dernière après-midi de la COP, on a fait un long débat. C'était la même histoire, c'était justement ce que disait Léa, les différents points de vue, on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. C'est comme les négociations, on retrouve qu'il y a des gens, les pays pauvres, les pays développés avec les pays en voie de développement qui voient les choses de différentes manières. C'est exactement la même chose, mais à la fin, on a réussi à avoir une déclaration. C'est peut-être pas la meilleure déclaration, mais au moins c'est la première déclaration de la jeunesse qui est assez large, qui parle de différents enjeux qui sont liés au changement climatique. Par exemple, il y a une partie bien sûr sur l'éducation, sur les droits, sur la santé, la finance, les pertes et dommages, la mitigation, l'adaptation. Oui. Et là, on parlait de coordination tout à l'heure, et là c'était la même chose. Il y avait plein de petits groupes de travail, et chacun a rédigé ses propositions pour sa thématique. Malheureusement, moi j'ai pu assister que le dernier jour, justement au moment où on a fait les derniers peaufinages du texte et le vote. Et voilà, c'était une après-midi entière dans un amphi où tout le monde discutait, ça criait dans tous les sens. Il fallait faire la double traduction anglais-espagnol. Mais c'était super, il y avait un espèce d'élan. Moi je débarquais là-dedans complètement décalé par l'avion et tout ça, mais il y avait vraiment un élan super fort. Il y avait vraiment cette volonté de prendre en compte toutes les diversités, que ce soit les diversités de genre, les diversités de langue, les diversités de points de vue. Et c'était vraiment passionnant. Et il y avait cette liberté qui est beaucoup plus forte qu'à la COP. Il y avait 900 jeunes qui n'étaient pas forcément accrédités, c'était ouvert à tous les jeunes. Et donc c'est vrai qu'il y avait une dimension qui était beaucoup plus forte que dans la COP elle-même. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à la COP, c'est très formel. Les discussions, c'est sur des paragraphes, des textes. Les pays, les représentants des pays, des délégations ont le droit de parler pendant 3 minutes. Et c'est chacun son tour. C'est pas un débat comme on peut voir, même comme on peut voir quand on regarde la chaîne parlementaire et que des fois ça s'engueule un peu. Là c'est vraiment très formel et il n'y a pas de place pour l'improvisation et pour l'émotion. Donc parce que les discussions se font plutôt en dehors, c'est quand on est en plénière et ce que nous on peut observer, c'est plutôt la retransmission de ce qui a été discuté à côté. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, qu'est-ce qui se passe pour la déclaration qui est faite à la COI? Je m'entendais dire qu'elle a été transmise au secrétaire de la CNU pour l'UFCC. Oui, elle était transmise au secrétaire, même au président de la COP. Président de la COP. Elle est trouvable sur internet, si vous voulez la lire. Si vous voulez. Ce soir. Oui, et après, on a eu aussi l'opportunité de le partager avec les chairs de SBSTA. En fait, c'est les facilitateurs de négociation au sein des instances des différents comités de la COP. Donc ils ont eu l'opportunité de lire d'autres déclarations, le président de la COP également. Donc voilà, encore une fois, on ne sait pas quel est l'impact de ce texte, mais il a été fait, c'est une première et on espère que l'élan sera poursuivi pour la COP 11. C'est vrai que c'est important qu'il faut faire justement le suivi, parce qu'il était pas mal. Même Ban Ki-moon a reçu un exemplaire. Lors de la dîner, il y avait une personne qui a réussi à lui rendre un exemplaire. Je ne sais pas, c'était la sorte. Il faudra revenir sur ça. C'est à nous de décider comment on va revenir dessus, puisque c'est nous qui allons organiser la prochaine COI en tant que jeunesse du pays hôte. Parce que justement, il y avait une grosse discussion à propos de la déclaration au sein des Jumbo, parce qu'il y avait pas mal de Jumbo qui n'étaient pas à la COI et qui se sont dit que cette déclaration ne montrait pas le point de vue
tous les Yongo. On ne pouvait pas dire que c'était une déclaration vraiment universelle. Mais bon, on était là, dans ce débat. Il y a une proposition de faire un groupe de travail à propos de ce sujet-là, au sein du Yongo, pour travailler un peu plus et améliorer ces textes. C'est déjà la base de ce qu'on peut faire, on peut amener à la COP21 en tant que jeunesse. Un mot peut-être sur Lima, qui était une conférence en grande partie de préparation de Paris. L'enjeu principal, c'était de baliser un peu le chemin, la préparation des prochains mois, notamment de ce qu'on appelle les contributions nationales, ce que chaque État doit mettre sur la table. Nous espérons au premier trimestre, pour être plus réaliste, peut-être au premier semestre, et surtout bien avant Paris, savoir qui va faire quoi, qu'est-ce qu'on met sur la table. C'est également de préparer la négociation maintenant d'un texte qui deviendra l'accord de Paris en décembre. Et on a eu une première itération qui commence à être non seulement un texte des co-présidents qui facilite les travaux, mais des partis, des pays eux-mêmes, même s'il reste beaucoup de travail à faire pour arriver à un texte consensuel et lisible. Pour l'instant, c'est illisible, c'est un peu n'importe quoi avec énormément d'options et un langage qui ne dit pas grand-chose, mais c'est l'ébauche de quelque chose. Et là-dedans, on trouve pas mal d'éléments qui ont vocation à se trouver dans le texte à terme adopté à Paris. Donc Lima, c'était en grande partie mettre ça sur la bonne route, préparer avec les partis des éléments, commencer à discuter avec les uns les autres. Bon, votre position est ça, mais comment on peut arriver à un compromis? Donc c'était tester, identifier les options qui ne sont pas forcément cristallisées à Lima. C'était prématuré, c'était trop tôt pour les États de commencer à abandonner les options essentielles et de position. Il y a beaucoup de jeux tactiques qui se jouent à ce stade. Mais en off, pour les petits dîners, les petites réunions bilatérales, on commence à tester des idées, on commence à savoir ce qui est possible. Et pour nous, la délégation française, évidemment, c'est une conférence d'une importance particulière parce que dans même pas un an maintenant, nous aurons la présidence de la conférence de Paris, du 30 novembre au 11 décembre, je pense que c'est le 11. Bon, ça c'est le vendredi, c'est souvent ça déborde le samedi, voire le dimanche matin à Lima, 3-4 heures du matin, c'était un peu tard, on était un peu fatigué à la fin. J'espère que ça sera vendredi soir à Paris, je pense plus réaliste, je dirais samedi, mais j'espère pas dimanche, mais on verra. Donc nous aurons la tâche du pilotage de la conférence, ça va être Laurent Fabius qui présidera la conférence, mais nous allons mobiliser l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de réseaux diplomatiques pour préparer cette conférence. Donc nous avons quand même un travail important, et avec Laurence Tubiana, qui est l'ambassadrice climat, et un certain nombre d'entre nous, nous avons mis en place une équipe essentiellement interministérielle qui est là pour piloter la conférence. Là, c'est une autre tâche, c'est ce qu'on attendait de Lima, on aurait préféré un peu plus, on aurait préféré que les gens commencent à dire « mais peut-être je peux céder déjà sur ce point, je peux parler plus de comment vraiment imaginer la différenciation entre pays du Nord, pays du Sud, mais aller vraiment pour refléter non pas 92, qui est la structure de la Convention, pays développé, pays en développement, ligne, clivage net entre les deux, mais quelque chose qui reflète le monde en 2020, voire 2030, voire 2050. Et clairement, ce clivage n'est plus d'actualité. En revanche, la différence de responsabilité, la différence en matière de capacité, ça va demeurer, mais ça va évoluer. Donc comment imaginer un système qui va évoluer, mais comment surtout imaginer un système qui nous aidera à rester sur les 2 degrés, qui est difficile, mais je sais bien que les contributions que chacun mettra sur la table au cours des mois à venir, lorsqu'on va les totaliser, on va nous dire ça ne suffit pas. On n'est pas sur la voie des 2 degrés pour l'instant. Et même 2 degrés sans conséquences. Les conséquences seront graves même avec 2 degrés. Donc l'enjeu, c'est comment créer un système dynamique qui nous permettra de tirer l'action. On fait une première itération, une deuxième itération, une troisième itération.
Mais l'ensemble doit nous aider à rester sous les 2 degrés à terme et mettre sur la bonne voie. Donc ça doit transformer les capacités, ça doit mobiliser le financement pour transformer l'investissement, ça doit aider non seulement l'atténuation, la maîtrise des émissions, mais l'adaptation, et ça doit nous aider de dépasser un débat qui est simplement les émissions, mais qu'est-ce que ça va aider dans le monde réel? Parce qu'on ne fait pas des émissions, on utilise de l'énergie qui est essentielle pendant son temps de vie. On imagine les vies de demain, les vies durables, on imagine l'agriculture autrement, et bien sûr l'utilisation de l'eau, etc. Donc il faut traduire ça, il faut faire les liens avec les autres enjeux de l'année, qui 2015, c'est pas que la conférence de Paris, c'est également dans quelques semaines, fin mars, 8 mars, à Sendai au Japon, c'est la conférence mondiale sur la réduction des risques, qui est un enjeu critique lorsqu'on regarde la question de l'adaptation. C'est le débat du financement qui sera l'autre jour de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement en juillet. Et bien sûr, ce sont les objectifs de développement durable et l'agenda de développement plus 2015 à New York en septembre. Donc tout ce qu'on fait, c'est pas que un accord climat à Paris, mais ça s'inscrit dans ce contexte plus large. Donc notre accord, l'instrument juridique qu'on adopte à Paris, je veux moi-même et le ministre, tous nos ministres veulent un accord juridique à Paris, un accord universel qui associe tous les pays. Ça doit nous aider à rester sous les 2 degrés, mais ce n'est pas simplement en décrétant on reste sous les 2 degrés, c'est en créant un système qui fait le lien avec les intérêts des pays. On ne peut pas imposer quelque chose sur quelqu'un. Il faut que les gens souhaitent participer à cet accord. Ça doit être intéressant, ça doit apporter quelque chose. Ça doit trouver ce lien avec le développement, avec les enjeux, qui sont des enjeux critiques au demain. Donc il faut créer ce système. Et on n'est pas encore là, mais pour nous c'est vraiment essentiel. Pour l'instant, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment vous tous, pouvez y contribuer. Et ce lien entre la conférence des jeunes, l'organisation de la jeunesse, les Youngo dans la conférence, et ce qu'on fait nous, les gouvernements, et surtout le gouvernement français en tant que future présidence de la conférence de Paris. J'ai eu l'occasion à Lima de participer à au moins un événement, cet événement de Intergenerational Inquiry, l'enquête intergénérationnelle. Je trouvais ça intéressant. Moi, une table ronde, c'était peut-être un peu trop d'intervenants, c'était un peu pressé d'avoir 2 minutes pour réagir, mais je trouvais ça très bien qu'on ait ce dialogue. Il y a une présentation de cette déclaration qui avait été négociée par la COI au Pérou. Ça nous arrive en tant que négociateurs. Même si ça ne pèse pas directement sur place sur les négociations. Et ça, c'est un premier point. Tout ce que vous faites, il faut préparer bien en amont. C'est un débat, c'est un travail de lobbying, c'est un travail de préparation de l'agenda. Et si vous voulez vraiment peser sur ce qu'on fait, nous les négociateurs, nous les gouvernements, ces contacts, bien en amont, auront beaucoup plus d'impact. Arriver sur place avec une bonne proposition, c'est très bien, mais une bonne partie sera déjà ficelée à Paris. Donc c'est maintenant, c'est la session de Genève dans 2 semaines, c'est la session de Bonn en juin, et c'est également tout ce que vous pouvez faire en France, mais dans les autres pays, des parties à la Convention climat. Et c'est tout ce travail de networking, de réseautage, qui peut être puissant si ces messages sont relayés par pas mal d'entre vous, comme les ONG le font globalement. Mais je trouve que les structures de jeunesse peuvent jouer un rôle très particulier. Je ne sais pas si vous avez vu l'entretien ou la conférence de presse il y a 2 jours, peut-être maintenant, entre Obama et Modi à New Delhi. Il y a eu la visite d'Obama en Inde. Ils ont adopté un petit plan d'action sur le climat et l'énergie propre entre l'Inde et les États-Unis. Bon, ça ne va pas aussi loin que l'accord avec les États-Unis et la Chine qui se sont fixés mutuellement des objectifs en matière d'émissions climat. L'Inde n'est pas encore prête à annoncer sa contribution à l'accord. Il y a des initiatives de collaboration dans pas mal de domaines d'énergie. Le solaire en Inde, 100 gigawatts construits dans les années à venir, et surtout l'investissement qui est de l'ordre de 150 milliards de dollars d'investissement dans les années à venir sur les gaz fluorés, etc. Aussi.
Mais il y avait dans la conférence de presse une remarque de Modi. Je trouvais assez intéressant, une question de journaliste. Est-ce que l'accord des États-Unis et la Chine met de la pression sur vous, l'Inde? Et Modi a dit non. L'Inde va faire ce qu'on veut. C'est pas la pression des autres pays. En revanche, la question de la responsabilité pour les générations futures, ça pèse sur nous tous. Ça pèse sur l'Inde, ça pèse sur tous les pays. Et ça doit nous interpeller tous, je ne me souviens plus de langage précis, ça doit nous interpeller tous quand même dans la fixation de nos positions. Alors vous, les représentants de la jeunesse actuelle, vous ne pouvez pas parler pour toutes les générations futures, pour le reste du siècle ou des siècles à venir. Vous êtes quand même des représentants les mieux placés pour porter ce message. Et je pense que ça vous donne une légitimité, ça vous donne une force morale à votre parole, à votre organisation que vous devez utiliser au maximum. Parce que là, prenez la parole du Premier ministre indien et vraiment à ça. Prenez-nous, les négociateurs, mais également les ministres, et mobilisez-nous pour faire passer ces messages. Donc je trouve que ce que vous organisez à Paris, surtout la COE et tout ce que vous faites, mais j'étais impressionné par le fait que vous faites ça en continu, en termes de réseautage, en termes d'organisation, parce que ça peut nous aider à créer ça. Ce dont nous avons besoin à Paris pour faire un bon accord, parce que nous aurons, à mon avis, un accord quoi qu'il arrive quasiment à Paris. Mais nous avons besoin d'un bon accord, un accord qui va vraiment nous aider à rester sur les 2 degrés. C'est pas simplement avoir un accord juridique qui dit 2 degrés. C'est pas simplement avoir les chiffres qui disent le maximum de réduction. Tant mieux si on peut aller plus loin. Mais c'est surtout avoir les bonnes conditions. Et les bonnes conditions, c'est dans la législation nationale de chacun. C'est dans la mobilisation de l'opinion publique pour changer les positions et le débat politique dans chaque pays. Donc la possibilité de faire mobiliser ces réseaux aussi, ça va nous aider à parvenir à un résultat. Donc vous pouvez, à travers vos réseaux, aller en ce sens, et ça peut être vachement utile pour nous. Qu'est-ce que je peux ajouter? J'étais impressionné par le débat à Lima, mais également ce que vous venez de voir vous-même, de l'expérience un peu, est-ce que ce clash de temps en temps entre les pays du Nord, les représentants des pays du Nord, les pays du Sud, les différentes cultures, etc. C'est vrai que c'est un point important. Mais je trouve qu'encore une fois, vous êtes mieux placé pour peut-être gérer ça, non pas comme étant un affrontement idéologique, qui est parfois la voie traditionnelle dans les négociations officielles, qui donne parfois lieu à un type de blocage des négociations, mais presque comme une passerelle de messages qui peuvent être des messages importants aussi bien pour les pays du Nord, les pays du Sud. Quelle est la différence si, dans 50 ans, même dans 20 ans, l'avenir va être très différent. Et ce message, ça peut être fort. Et cette vision d'un avenir pour tous, cette vision de là où on doit être non pas simplement l'accord de Paris, mais là où l'accord de Paris doit nous amener. Paris n'est que le début de quelque chose qui doit avancer. Et ça ne va pas être le lendemain de Paris, on a résolu le problème du climat. Non. Mais on se dote d'un outil, on se dote de structures, on se dote de réseaux. Et non seulement l'accord lui-même, mais ce qu'on appelle l'agenda positif, l'agenda des solutions que nous cherchons à mobiliser aussi. Ça va être un enjeu particulier pour Ségolène Royal en tant que ministre de l'écologie cette année, de mobiliser ce réseau d'initiatives. Beaucoup d'initiatives ont été lancées à New York l'année dernière lors du sommet de Ban Ki-moon, mais nous souhaitons voir ça vraiment l'avancement de cet agenda, des initiatives, des partenariats de pays, de collectivités locales, d'entreprises, mais également parfois simplement la coopération bilatérale a sa place là-dedans. Donc ce type d'écosystème autour de l'accord lui-même, comment donner une impulsion à l'action sur le terrain, parce que c'est ça la traduction de ce qu'on met dans l'accord. Si on se contente uniquement de ce qu'on peut mettre dans l'accord, franchement on va échouer. Il faut une mobilisation bien plus large à travers ces réseaux, à travers ces partenariats, à travers l'opinion publique. Et là, encore une fois, vous avez une voix qui peut être forte. Et si vous êtes bien organisé en amont, vous pouvez réellement peser là-dessus. Faites
je vous encourage. C'est pas uniquement sur vous, on a un boulot à nous. Mais vous avez un rôle et vous pouvez bien jouer et vous pouvez vraiment peser. Par rapport aux ambitions pré-2020, c'était un sujet sur lequel on a eu pas mal d'attentes pour Lima, où c'est vraiment très important, peut-être aussi important que l'accord qui vient cette année. Et j'ai pratiquement rien entendu dessus et je me demandais si, je sais pas, si vous aviez des informations à ce sujet-là, ou si c'est vraiment le plus important cette année. C'est un sujet critique, parce qu'on ne peut pas simplement dire le sujet, c'est à partir de 2020, on commence à faire quelque chose. C'est maintenant, et dans les quelques années à venir, qu'on décide si on est vraiment sur les 2 degrés ou non, et changer la courbe. On ne va pas tout changer d'un seul coup pour rester sur la bonne trajectoire. On va sans doute avoir une trajectoire qui est loin de l'optimal. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est juste un constat. Mais plutôt qu'on agit, plus facile c'est de rester sur les 2 degrés et éviter les impacts. Donc, ce que je trouve encourageant, c'est au sein de la Convention climat, c'est assez, juste un petit aparté, c'est assez souvent, lorsqu'on va à une conférence des partis, on dit qu'on va aux négociations sur le climat. Moi, je suis chef des négociations sur le climat, c'est mon titre, au moins jusqu'ici. Et bon, c'est ma vie. Mais la réalité, c'est une conférence des partis. Ça ne devrait pas être une négociation. Ça doit être un lieu de collaboration sur trouver des solutions et de mobiliser l'action. Et la négociation, ce n'est qu'une partie de cet ensemble. Donc ce que je veux, moi, c'est que ça soit qu'une partie de ça. Ce qu'on a commencé à faire l'année dernière, c'est commencer à mettre en place ce qu'on appelait les thèmes, les ateliers techniques, sur des sujets particuliers, que ce soit les renouvelables, l'efficacité énergétique, la ville, la forêt, où on a mobilisé de façon interactive des acteurs sur le terrain. Et on a commencé à faire des discussions qui sont plus interactives au sein de la conférence des partis que dans le passé. Alors, ce n'est qu'un début, parce que c'est la mobilisation de l'ensemble des réseaux en dehors de la conférence. Si on prend les villes, que les villes collaborent directement entre elles, pourquoi passer par la conférence des partis? Ça n'a aucun sens. C'est plus facile de parler directement des expériences entre les acteurs qui se trouvent face au même problème. Donc l'action avant 2020, ça va avancer surtout par ces cas. Mais cette partie, on va continuer cette année, on va continuer ces ateliers de collaboration, et j'espère dans l'accord, on passera du temps pour dire qu'est-ce qu'on fait entre 2015 et 2020. Parce que cette période-là, c'est également critique. Donc si vous pouvez également mettre la pression sur nous, les pays, les négociateurs, de ne pas oublier que ce n'est pas quelque chose pour 2050, ce n'est pas quelque chose même pour 2020 ou 2025 ou 2030, c'est même 2015 avant 2020. Faites-le. Bon, les contributions que vont préparer les pays au cours des mois à venir, c'est surtout sur le plan national que ça peut se faire. Et là, c'est vraiment une mobilisation, c'est vraiment mettre les ministres, les décideurs devant leurs responsabilités en disant mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez proposer? Bon, c'est vrai que pour nous en France et l'Union européenne, on peut dire qu'on s'est déjà fixé. Notre contribution, c'est la décision des chefs d'État de l'Union européenne en octobre dernier de dire qu'on va faire au moins 40% d'ici 2030. Mais la façon qu'on présente cette contribution, c'est pas totalement figé. Donc il y a une opportunité de faire valoir vos voix, vos attentes par rapport au ministre. Et c'est pour l'instant ce qu'on met sur la table, c'est pas figé. Je pense qu'il faut voir les contributions des pays comme un point de départ pour l'action. Et là, c'est quelque chose qui pour nous, et on commence à réfléchir, comment est-ce qu'on fait, on va faire en sorte que Paris, c'est le début d'un chemin, c'est pas la fin. Et les contributions que les pays mettent sur la table, ça doit être un type de borne maximale à l'action, aux émissions, pas à l'action, aux émissions. Et donc, une action minimale, mais on doit faire mieux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Comment on crée les conditions pour faire mieux? Si en disant que c'est possible de faire mieux, c'est en identifiant des actions, c'est en poussant pour des politiques plus ambitieuses, c'est en identifiant des voies différentes
Et je pense si avec vos initiatives, One et autres que vous mettez en place, vous pouvez mobiliser des voix pour dire mais faites plus. Et voilà des exemples comment vous pouvez faire. Vous, encore une fois, je ne dis pas que nous allons changer tout de suite. Ah bon, on avait tort. On va corriger notre copie et mettre ça sur la table. Je ne peux pas promettre que ça soit le cas, bien sûr. Mais plus que vous vous mobilisez autour de ça, plus vos voix seront entendues et plus vous pouvez avoir une influence. Mais trouver des partenaires, trouver des alliés. C'est pas simplement en vous opposant par exemple aux entreprises, trouver des entreprises avec qui vous pouvez travailler sur des initiatives, parce qu'il y a des opportunités là-dedans. Où est-ce que vous allez travailler dans 10 ans ou 15 ans dans vos carrières qui vous allez mener 30 ans, vous savez où, quelle vision de l'avenir. Et encore une fois, ça porte sur les choix que nous faisons maintenant. Comment les politiques climatiques, énergétiques, politiques de la ville, de développement, politiques agricoles vont créer les emplois de demain. Faites les liens avec ces questions-là, faites les liens avec les syndicats dans ce domaine, faites les liens avec d'autres partenaires. Là, encore une fois, vous pouvez maximiser votre influence. Pour vous, quel est le point de blocage lors des COP? Le point principal, un ensemble, mais et comment le régler d'ici la COP? Et vous aussi, après ce que vous avez pu avoir. Bon, je vais essayer de répondre, c'est pas évident. Je pense que le sujet essentiel, c'est comment réconcilier le développement et le climat. Je dirais ça, c'est la question essentielle. Parce que personne ne dira, c'est très difficile pour un ministre de dire je vais, face au lobby, face à l'électorat qui assez souvent s'est focalisé sur les enjeux de court terme, de dire je privilégie le long terme. Et ces questions de développement, climat, long terme, court terme, c'est le vrai défi. Il faut qu'on trouve comment dépasser ça. Il faut que ça soit des solutions qui contribuent non seulement au développement du plus grand nombre, mais également à un avenir qui est sur le carbone et résilient. Et c'est ça, trouver l'astuce, trouver des solutions qui ensuite assurent l'équité entre pays développés et pays en développement, parce que la question est encore plus critique pour les pays qui n'ont pas encore d'infrastructures, qui ont un pourcentage gigantesque de la population sans accès à l'électricité, etc. Si j'ai 50% de la population sans électricité, je ne peux pas simplement réduire la consommation d'énergie chez moi. En France, aux États-Unis, ailleurs, je peux faire ça. Et je peux imaginer un avenir qui est beaucoup plus sobre, mais qui est un bon avenir. Donc encore une fois, je dois vendre ça à une population qui est très réticente à accepter un changement. Encore une fois, ce message sur quel avenir, quelle vision, ça peut jouer là-dessus. Donc une bonne partie tourne autour de ce nexus, la différenciation entre pays développés, pays en développement, pays émergents, pour refléter que ce n'est pas la même chose que les pays pauvres maintenant. Et ensuite, ces questions de transformation des finances, parce que tout ça a un coût. Et qui va payer, et comment? Et l'argent public ne peut faire qu'une petite partie de ce dont on a besoin, mais doit jouer un rôle. Donc toutes ces questions se trouvent ensemble et c'est très facile de faire en sorte que ce soit des questions qui mettent en exergue l'opposition et les blocages plutôt que des éléments communs, des éléments d'analyse partagés pour flécher les solutions. Et c'est ça dont on a besoin. Ouais, c'est vrai que... Enfin, ce qui est très compliqué, je pense, au moment de la COP, c'est que l'objectif, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, on ne parle que de ça. Mais je pense qu'on ne peut pas réfléchir à réduire ces émissions de gaz à effet de serre si on ne réfléchit pas à quel type de nourriture la population va consommer, comment la population va consommer, dans quel type de bâtiment elle va vivre. Et ces passerelles dont parlait Sabrina entre toutes les thématiques, moi, je ne les ai pas vues à la COP. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. On allait à plein de conférences différentes, mais finalement, personne ne faisait le lien.